Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yves Dubiel, je suis avant tout industriel textile dans le département des Vosges, avec une usine de tissage de fibres naturelles, coton biologique et lin, d'une cinquantaine de personnes. L'affaire familiale, je suis la troisième génération, l'affaire a un peu plus de 110 ans. Et nous étions 2000 après, à la fin dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, et nous sommes 48 aujourd'hui, et nous sommes toujours présents dans un bâtiment neuf, du matériel moderne, une trésorerie sec, qui prouve que quand on est petit et agile, on résiste mieux que quand on est gros et un peu impotent. Alors je vais vous raconter un petit conte. Ce conte, d'abord, il a un titre. Et j'ai imaginé le titre, c'est « Nous aurions pu être les ratés de la mondialisation, mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le pionnier de la nouvelle industrie. » En effet, l'industrie textile a toujours eu cette mentalité de pionnière. C'était la première, la deuxième révolution industrielle qu'on trouvait sur l'ensemble du territoire européen. On fabriquait beaucoup de choses pour le marché européen, mais également pour l'exportation, et particulièrement pour les débouchés que la France pouvait avoir dans ce pays. Et puis, le monde a changé, parfois brutalement, parfois d'une manière un peu plus insidieuse, et nous avons subi un certain nombre de crises en avance par rapport à d'autres secteurs, par rapport à la sidérurgie, par rapport aujourd'hui à l'agroalimentaire aussi, à l'automobile, à votre industrie certainement, etc. Donc l'image que vous pouvez avoir du secteur textile, c'est que, tiens, il n'est pas mort. Si je suis là, c'est qu'il n'est pas mort. Et si je vais vous en parler, c'est qu'il n'est pas mort. Mais vous avez en tête les mots de restructuration, de casse sociale, de démantèlement d'entreprises, de disparition, de misère de territoire, et que sais-je. En effet, ces débouchés qui étaient, ces marchés qui étaient des débouchés pour nous sont devenus des concurrents. Les pays émergents se sont développés et l'industrie textile étant une industrie de la première révolution et souvent a été le cœur de développement de ces pays. Le tournant du siècle, le début des années 2000, a été très destructeur pour nous, puisqu'il y a eu l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, la fin d'une particularité douanière européenne qui s'appelait les quotas en 2005, qui ont fait que ça a accentué la crise et la disparition d'entreprises. À la fin des années 2000, vous voyez l'affaire Moussac, par exemple, l'affaire Vilo, donc des disparitions d'empires, de dizaines de milliers d'emplois et de bâtiments industriels à étages, avec des chaînes qui devenaient soit des friches industrielles, soit, comme ils étaient proches de l'agglomération, se retrouvent aujourd'hui sous forme de... Nous avons rebondi, nous sommes un secteur en résilience grâce à nos acteurs. Alors qu'avons-nous fait et comment avons-nous fait et pourquoi aujourd'hui nous nous développons? Eh bien, il y a trois mots magiques. C'est d'abord l'international, c'est la créativité et la réactivité, et c'est l'innovation. Je citais tout à l'heure à madame qui va me suivre de la Banque de France pour vous exposer les chiffres de votre secteur, en lui disant aujourd'hui, 50% de notre activité, ce sont les tissus techniques et industriels. Ce sont des débouchés, non pas dans l'automobile ou dans le bâtiment, comme on pourrait penser, c'est vrai, mais aujourd'hui, les deux grandes mamelles du textile industriel sont l'aéronautique et la santé. Et l'aéronautique, ça veut dire qu'on ne tisse pas le tissu des sièges d'avion, peut-être, mais ce n'est pas ça l'important. On tisse du carbone, principalement en région Rhône-Alpes, et vous le retrouvez tant dans le fuselage de la 320 que dans la fusée Ariane Express. Pourquoi est-on très fort aujourd'hui dans le tissage de carbone? Nous sommes le deuxième pays européen après l'Allemagne en tissu technique. Dans le domaine traditionnel de la mode, de l'équipement de la personne et de l'équipement de la maison, nous sommes aussi deuxième, mais derrière les Italiens. C'est parce qu'à la fin de la Deuxième Guerre, tous les soyeux lyonnais, tous les gens qui tissaient de la soie dans la région Rhône-Alpes, dans la région Genèse, ont eu une pénurie de matières premières et se sont dit qu'est-ce qu'on va faire de nos machines?
à pas tisser du coton ou de la laine, parce qu'il y a d'autres secteurs, d'autres régions qui le font. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Donc ils sont partis sur les tissages artificiels, d'une part, puis sur le carbone, et aujourd'hui, c'est une des régions phares en Europe dans le tissage du carbone. Vous avez une entreprise américaine qui s'appelle Excel, qui commence par un H, qui a investi 400 millions d'euros et qui emploie 5 à 600 personnes aujourd'hui et qui a des contrats avec Airbus à l'image du carnet de commande d'Airbus, donc la visibilité est vraiment réelle. Elle n'est pas en semaine comme pour moi ou en mois comme pour d'autres, mais elle est en année. L'innovation est vraiment le fer de lance aujourd'hui de notre secteur. Nous l'avons, nous, en tant que fédération, aussi mis à l'honneur. Nous avons un centre technique industriel qui s'appelle l'IFTH, qui est sur l'ensemble du territoire français, avec son siège à Lyon et Paris, mais qui est aussi présent à Roubaix, à Mulhouse, à Troyes et dans la région d'Albi, et qui a noué des partenariats avec des universités à Nantes et à Toulouse. Nous avons aussi dans la région Nord le Centre européen des textiles innovants. Nous avons encore une école qui est la première école européenne d'ingénieurs textiles, qui est l'ENSET, qui est aussi à Roubaix. Nous avons l'Institut français de la mode à Paris, qui est ce bâtiment en forme de serpent vert en face de Bercy. Nous avons 2 pôles de compétitivité, un qui s'appelle Tecterra, qui est totalement textile en région Rhône-Alpes, mais à vocation nationale, et un qui a fusionné avec Matitem dans le Nord, et qui s'appelle aujourd'hui Euromaterials, et qui est donc dans les matériaux, et dont les matériaux textiles, parce que le textile, je suis président d'une fédération d'acteurs qui sont en amont de la filière. Je ne représente pas la confection, l'assemblage et ce domaine, aval, et la mode. Mais donc, nous sommes des producteurs de matériaux textiles. Et le textile, aujourd'hui, c'est un matériau, enfin, ça a toujours été, mais ce que nous mettons en avant, c'est un matériau souple, vous en doutez, c'est un matériau léger et résistant, et qu'on peut retrouver dans divers secteurs. Et donc, tout ce maillage que je viens de vous décrire, d'univers textile, d'outils textiles et d'innovation est crucial pour notre développement et nous a aidé à nous développer. Parce qu'on peut avoir la vista de l'acteur textile, se dire il faut avancer et faire quelque chose, mais on a besoin des pôles de recherche, des pôles de compétitivité, des ingénieurs de demain et des talents de demain. Nous avons aussi, nous, Fédération, en 2013, quand Arnaud Montebourg a lancé la Nouvelle France industrielle, nous avons été un des 34 plans industriels qui s'appelait Textile technique et intelligent, tout un programme. Et à la suite de ça, nous avons, il y a eu le lancement d'un appel à projet de 20 millions d'euros. Alors, ce n'est plus aujourd'hui vraiment des subventions, c'est des accompagnements de la BPI à taux zéro, et puis si le projet fonctionne bien, il faut un jour le rembourser, il fonctionne moins bien, il y a d'autres modalités. Et ce qui nous a permis d'être aujourd'hui présents dans ce qu'on appelle les textiles intelligents ou les textiles connectés, donc des textiles qui transmettent ou qui conduisent de l'énergie, parce que tout ce qui dit connexion dit consommation d'énergie, qui permettent à des salariés qui sont souvent en poste isolé dans des zones sensibles, que ce soit dans des centrales nucléaires ou dans certains ateliers d'industrie ou les pompiers face au feu, d'être connectés et d'être protégés. C'est aussi dans le textile médical, dans le cœur artificiel Carmat, il y a du textile. Ce n'est pas du textile tissé, c'est du textile non tissé, mais il y a du textile. Vous avez en France le leader de l'aile de deltaplane, et là, le défaut est mortel, le sens du terme. Donc, ça montre bien la technicité de ces produits. Nous étions leader de l'airbag, le tissu pour airbag. J'en ai vu une quantité d'airbags par voiture, et quantité de voitures produites. C'est parti en Chine, donc c'est déjà une innovation qui est finie pour nous. Vous avez, à titre plus anecdotique, le leader du filet anti-méduse. Pour protéger les plages des méduses, on a imaginé des filets qui les retiennent. C'est un marché, certes, pas énorme à l'échelon d'un littoral, mais quand on est leader mondial, ça compte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le textile, c'est 13,5 milliards de chiffre d'affaires en 2018, dont un peu plus de 9 milliards à l'exportation. C'est un peu plus de 60 000 salariés, et les 40 dernières années jusqu'en 2017, on était toujours à moins quelque chose, parfois deux chiffres, parfois un chiffre, parfois un chiffre, mais derrière la virgule. Et en 2017, pour la première fois, nous avons
nos effectifs ont cru de, permettez-moi la précision, parce que comme c'est le premier chiffre, et on l'a vraiment en mémoire, de 2211 salariés, donc sur 60 000, ça fait à peu près un peu plus de 3%. Et en 2018, cette progression a continué d'1,8 ou d'1,9. Elle aurait pu être plus forte si nous avions eu assez de talent, su attirer assez de talent dans nos industries. Parce que nous sommes, peut-être comme, je ne connais mal mon secteur, mais je l'imagine, comme nous, sur des territoires, et des territoires qui sont parfois loin des métropoles urbaines, des territoires parfois mal desservis, où les transports en commun n'existent pas, peut-être on paye le versement transport, c'est ma casquette fiscalité MEDEF qui me fait dire ça, mais ces transports ne vont pas jusqu'à nos ateliers, jusqu'à nos usines, et s'ils le vont, ce n'est pas aux horaires d'équipe, hein, on travaille en 3 équipes, voire même 7 jours sur 7. Donc ces territoires, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire, mais je vais y revenir, et ce développement. Et aussi tout un autre aspect qui est, mais je crois que vous êtes aussi assez en avance là-dessus, sur tout ce qui est la protection de l'environnement, l'écologie, le développement durable, la responsabilité environnementale. Donc, nous sommes aussi des filateurs, des tisseurs, des tricoteurs, mais des ennoblisseurs. Donc, nous manipulons les produits chimiques et nous avons besoin d'eau. Nous utilisons de l'eau, nous rajoutons de l'eau. Donc tout ça, nous connaissons très bien. Nous avons REACH, c'est quelque chose qui est notre quotidien. Mais au-delà, nous essayons de démontrer que le textile est un produit qui est lui-même dans son ADN responsable, par des fibres naturelles, par de la localisation en Europe, et par tous ces traitements et toute cette idée de mode responsable. Aujourd'hui, la mode responsable, c'est respecter les 3 R, c'est respecter la planète, c'est respecter les hommes, et dans une certaine mesure, pour une partie de la mode qui se dit vegan, respecter les animaux. Après, on classe les 3 R comme on veut, suivant sa sensibilité, mais je pense qu'il faut d'abord respecter la planète, parce que sans planète, il n'y a ni homme ni animaux. Donc ça est quelque chose aussi de très important. Et si nous avons eu ces chiffres importants, c'est parce que nous nous disons aussi que nous n'allons pas offrir à nos clients, vous parliez de donneurs d'ordre, vous parliez de fournisseurs et de cette chaîne entre il faut qu'elle soit forte et que chaque maillon soit fort. Nous ne pouvons le faire que si aujourd'hui nous n'apportons ni un process ni un produit, mais une solution. Notre idée, c'est d'apporter des solutions à des problématiques que se posent nos clients actuels ou d'autres clients. Je prends l'exemple que vous avez tous sur les sièges de ces sacs en coton. Moi-même, j'en produis 3 millions de pièces par an à partir de mes tissus. J'aurais aimé faire le vôtre d'ailleurs, mais ce sera la prochaine fois. J'ai vu que c'était imprimé en France, mais je n'ose pas dire où ils ont été tissés et confectionnés, mais vous le trouvez dans l'étiquette à l'intérieur, et ça, c'est pas grave. Donc je vends quelque chose, cher monsieur, je vends aussi quelque chose. Et donc c'était de se dire, il y a la fin des sacs plastiques. Nous, on a commencé il y a 10 ans à faire des sacs en coton ou en coton biologique, et de proposer à la grande distribution une solution à la fin de ces sacs plastiques. On a été voir Carrefour, on leur a dit, vous avez ces sacs plastiques qui vous coûtent, et qui ne ramènent pas de produits, parce que vous ne les vendez pas, vous les donnez. Nous, on vous propose quelque chose qui est plus écologique, qui est plus dans l'air du temps, que vous allez acheter évidemment beaucoup plus cher qu'un sac plastique, mais que vous allez vendre. Donc même si votre marge n'est pas fantastique sur ce produit, parce que c'est plus un vecteur de communication et un vecteur dans leur politique de développement durable, vous allez économiser une charge et vous allez avoir une petite marge. Et aujourd'hui, on fait plus d'1 million de pièces avec eux, mais on travaille avec d'autres grands de la distribution, mais aussi avec l'événementiel, et on commence à 300 pièces environ. Et donc, ces solutions, c'était un exemple, mais c'est aussi des solutions, je parlais de l'aéronautique, c'est de se dire qu'on est en concurrence avec l'acier, l'aluminium, le bois, le plastique, enfin, la plasturgie, et nous, textiles, proposons aussi une solution. Et c'est après à nous battre, pas par rapport aux Chinois, aux Indiens, aux Pakistanais,
pas par rapport à nos voisins belges, allemands ou italiens, mais par rapport à un ensemble d'apporteurs de solutions industrielles dans un process, dans la conception d'un produit, mais qui sont totalement différents de nous. Alors, on est plus cher ou moins cher, on est plus léger, plus résistant, on a un petit look de design, un petit look de mode qui fait que l'on peut passer. Je crois que c'est, et après je suis prêt évidemment à répondre à vos questions, c'est de dire, de rater la mondialisation, on est pionnier de cette nouvelle industrie, plus responsable, plus 4.0, plus ouverte sur la totalité du monde extérieur. Aujourd'hui, on ne veut pas revenir à des quotas ou à une politique protectionniste, parce que vous avez vu les chiffres d'export, on ne veut pas avoir la double peine. La première peine, c'est qu'on a failli être sacrifié par l'ouverture au monde. Aujourd'hui, on a réussi en partie cette ouverture au monde, donc il ne faut pas que ce monde se referme. Et notre devise, c'est oser toujours, dévier parfois, mais renoncer jamais. Je vais me permettre, Yvon, de vous poser quelques questions parce qu'elle me travaille. Évidemment qu'il y a des liens de connexité entre les deux secteurs. Il y a des liens de différence aussi. Vous n'êtes pas concerné par la dématérialisation. Ça se saurait. Nous avons le même pôle de compétitivité, Matiken, Expo-Mode. Réflexion sur le matériel. Nous avons aussi toutes sortes de réflexions autour de l'usage du produit. Ceux qui ont réussi chez nous dans les industries graphiques, c'est ceux qui ont exactement fait votre travail de fond sur les fonctionnalités de ce que l'on transforme, de l'usage attendu par le client. Pas la transformation et la vente de tours machines, parce que là-dessus, on est totalement perdant. Nous avons bien sûr des différences. Vous êtes exportateur net, nous sommes importateurs net. C'est une grosse différence. Nous sommes dans une situation de déséquilibre commercial par rapport aux pays d'Europe très important. En revanche, j'avais 3 questions simples. Êtes-vous concerné par le phénomène de la personnalisation qui nous concerne, c'est-à-dire l'individualisation, voire même, je dirais, la logique identitaire de bassin qui touche l'imprimé, c'est-à-dire comment les gens veulent, pensent qu'ils se posent quand ils s'exposent. En fait, ils importent du digital la nécessité d'exister sous forme de la personnalisation. Est-ce le cas également du textile? La deuxième question que je me permettrais de vous poser, et qui me fait évidemment bondir de joie, il y en a un dans la salle qui sait pertinemment de quoi je parle, c'est Bernard Frichot, une obsession de créer un centre technique multisectoriel dans l'industrie graphique, sinon je ne m'en tirerai pas même à faire des belles opérations comme on fait là, si on n'a pas un nouveau rapport avec les fournisseurs. Et comme votre centre technique, qui fonctionne évidemment comme une merveilleuse technique qu'on connaît, comme les études, jusqu'où va-t-il et quel est son rapport avec les fournisseurs et la R&D des fournisseurs? Parce que c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Je profite de ce congrès pour l'annoncer. Et ce centre technique, en plus, il associera les partenaires sociaux parce que nous devons être responsables sur le sujet. Et hashtag low cost, de montrer qu'il n'y a pas que le prix. Et on a une image divisée en deux, où on voit, par exemple, un ouvrier pakistanais dans un tissage où il y a du bruit sans protection auditive, il y a un ouvrier français, en l'occurrence il est vosgien celui-là, mais avec des protections et des protections auditives, des lunettes, etc. Enfin, une sensibilité au danger du travail beaucoup plus forte. Une autre image dans la teinture où on voit en Inde ou au Bangladesh quelqu'un pieds nus piétiner des tissus dans un bac de teinture et un autre en blouse et tout à fait protégé en Europe. Donc je crois qu'il y a la sensibilité aussi aujourd'hui de nous tous en tant que consommateurs, de ce respect de l'homme, c'est pas simplement de lui donner un revenu suffisant pour vivre. C'est aussi qu'il soit dans des conditions de travail relativement correctes. Alors c'est sûr, dans un tissage, il y a du bruit, il y a presque plus de poussière, c'est des horaires d'équipe, on travaille la nuit, on ne fait pas du télétravail. Hein. Mais tout ça on doit l'expliquer et il faut un récit aujourd'hui. Le consommateur a besoin de récit, de savoir le sac que Carrefour, qui va acheter chez Carrefour, que c'est fait avec un coton d'Afrique,
que c'est filé en Espagne ou au Portugal, en France, que c'est tissé dans mon usine dans les Vosges, que c'est imprimé, parce que là, c'est pas de la sérigraphie, parce que c'est une grande quantité, donc on part sur de l'impression textile en Rhône-Alpes, et que c'est confectionné en Tunisie ou en Albanie, mais que ça pourrait être aussi confectionné en France s'ils payaient 50% plus cher, ce qui est le cas pour certaines distributions. Donc le récit est important. Je dirais au-delà de la personnalisation, alors ça peut passer par la personnalisation, mais il faut raconter une histoire, raconter un récit, expliquer, et on le voit très bien sur Instagram souvent où les marques présentent leur modèle, mais présentent aussi des vidéos, des ateliers, où expliquent ce qui fait quoi, et on voit, par exemple, moi pour un grand de la distribution qui n'a pas fait beaucoup de sacs, il met ses il a pris, vous avez vu que le prénom était Yves, il s'est dit confectionné par Yves dans les Vosges. Bon, parce qu'ils ne savaient pas quel prénom elle, ils ont mis le prénom de la personne qu'ils connaissaient. Mais tout ça, c'est aussi de la personnalisation, ça, c'est donner une certaine attache. Et je crois que ça, c'est important. Avant de parler des centres techniques industriels, je voudrais aussi dire que nous, ce qui nous préoccupe dans la mode, alors pour la partie mode, c'est aussi de se dire que dans cet aspect respect de la planète, si on veut consommer moins d'eau, moins de produits chimiques, moins de pétrole, que les produits voyagent moins, c'est le marché de la seconde main. Et ça, le marché de la seconde main, c'est inquiétant parce que si on échange nos deux costumes, je veux dire, c'est un voire deux costumes qui ne sont pas achetés et donc qui ne sont pas produits. Et tout ça, il y a un chiffre que je vais vous donner, c'est qu'aujourd'hui en France, en 2018, il y a plus d'1 milliard d'euros de ventes officielles de produits de seconde main dans le monde du vêtement et de la chaussure. Alors, c'est les vintage, c'est les vestiaires collectifs, c'est les braderies, c'est les réunions type Tupperware chez soi avec ses copines ou ses copains et où on échange des trucs, etc. Mais rien que sur l'officiel, où on peut le quantifier, c'est plus d'1 milliard d'euros et c'est en progression. Et ça, c'est dans l'économie circulaire, mais c'est facile à faire, de redonner une seconde vie à un vêtement. Et avant, il était donné à Emmaüs, au secours catholique, il partait en Afrique, ou il était incinéré, etc. L'autre idée, c'est vraiment le phénomène le plus facile, et où le consommateur est acteur, parce qu'il se dit, par mon geste, je contribue et je sauve la planète. Après, c'est de déconstruire les produits, de séparer les fibres et de refaire du fil et du tissu, etc. Et là, c'est la transition avec le centre technique industriel. On a besoin d'un CTI. Alors, si j'ai bien compris, vous voulez, il n'existe pas, ce CTI. Vous voulez le créer. Je veux dire, mais comment allez-vous le financer? Alors, parce que c'est des budgets. Hein. Nous, c'est 13 millions d'euros de budget. On ne vise pas ça. On a un centre technique des matériaux, qui est le centre technique du plateau, 11 millions d'euros. De CTP, qui est financé aujourd'hui par une taxe, par un fiscal, mais qui avant était financé par une dotation budgétaire de l'État. Absolument. Nous avons un centre de ressources, qui est l'INEP, qui est représenté par son directeur, qui est paritaire, qui produit pour l'instant des guides, des réflexions et des études. Nous voulons passer en phase comme vous. C'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire que j'en ai assez que fondamentalement, on dise quel soit le respect que j'ai pour tout le monde, que l'imprimé X va être riche dans 2 ans en se lançant dans une machine extrêmement innovante, incontestablement, où on va se servir des imprimantes comme des griffoirs. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait, comme à l'étranger, des possibilités d'avoir une réflexion sur le substrat, le procédé, le process. Réflexion avec les fournisseurs et les utilisateurs. La réponse à votre question, c'est que je travaille pour qu'on ait des CVO complémentaires à ce que nous avons déjà, qui est un peu particulier dans le secteur, mais on ne vise pas, bien entendu, le même budget que vous dans un premier temps. On veut s'inspirer de ce que vous avez fait, et en plus, on a une autre dimension qui est paritaire. C'est-à-dire que notre centre de ressources, nous estimons que la valeur du partage, c'est la valeur, c'est le partage de la valeur, et c'est l'inverse également. C'est-à-dire que ça doit être avec tous les collaborateurs, et tout ce que vous avez fait en innovation, en co-développement, en lien avec les créatifs, ce qui n'est pas notre cas, on les a laissés tomber. On est devenus en fait des industriels purs, et ça nous manque aujourd'hui pour remonter la chaîne de valeur. Et ça, c'est bien un centre technique.
Donc j'ai besoin évidemment d'une fiscalité et d'une contribution. On va voir un peu comment on la chiffre, mais l'UNIC porte ce projet. Oui, parce que nous, l'IFTH, le Centre technique industriel du textile et de l'habillement, est un des derniers et financé par une dotation budgétaire de l'État. Donc on est assez sensible à l'aspect contribution volontaire obligatoire, qui est volontaire obligatoire de difficile, ou taxe affectée. Mais on sait très bien que l'histoire est aussi large et qu'on va y passer. Je veux simplement vous alerter entre la différence, mais vous le savez, on le comprenne, entre la CBO et la taxe fiscale affectée. On avait la guerre une taxe parafiscale. Oui, mais nous aussi, on l'a perdu. Mais la taxe fiscale affectée, ça taxe les chiffres d'affaires de la production française, mais aussi l'import. Bien sûr, la grande distribution qui fait venir des milliards de pièces d'Asie est taxée. Si c'est une distribution volontaire obligatoire, l'import n'est plus taxé. Je suis d'accord. Donc vous doublez votre taux par 2. Et aujourd'hui, moi je fais à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 0,7 pour 1000 du chiffre d'affaires, c'est 7 000 euros. C'est pas nécessairement négligeable, hein, parce qu'on est à peu près dans des taux de 0,5, 0,4, le CTP est entre 0,4 et 0,6, nous on est à 0,7, on serait à 0,7 parce qu'on a aussi il y a le CTI et le Centre de promotion de développement économique, il y a CPDE. Donc, avoir les deux, c'est encore mieux, quoi. D'autant plus que... Et c'est paritaire, parce que nous, au conseil d'administration de l'IFTH, il y a des représentants de l'État. Il y a l'État, bien sûr. Oui, puisque c'est le DBE, on a obligé d'avoir l'État. Mais on a aussi les représentants des partenaires. Je suis désolé pour tous ceux qui découvrent ça, mais on est sur quelque chose d'extrêmement fort et on est en train d'arbitrer. Bien sûr, nous portons, avec les gens qui sont dans la salle, comme Hubert Durand et Bernard, devant l'État cette problématique-là. Parce que si demain, je n'ai pas l'attitude à faire des tests d'imprimabilité, si demain, je n'ai pas l'attitude où je laisse nos amis fournisseurs, quelle que soit leur immense qualité, confrontés à leur problématique de R&D et de la commercialisation, sans qu'il y ait d'approche collective, on est à peu près sûr que l'innovation ne sera jamais partagée. On sait pertinemment quelles sont les embûches, mais on y travaille, et nous voulons, avec Bernard, travailler à les visiter, votre centre, à aller comprendre comment fonctionne le CTI, qu'est-ce qui sort, quels sont les livrables, et quels sont les rapports avec les fournisseurs. Parce que peut-être que les fournisseurs, au moment où vous avez créé ça, se sont dit, mais qu'est-ce qu'il va me voler? Il va me voler ma R&D, en quelque sorte. Oui, il y a la R&D des fournisseurs, mais il y a notre propre R&D, bien sûr. C'est plus la nôtre que celle des fournisseurs. Mais nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'on est pour l'instant des sous-traitants industriels. On est en train de... Voilà. Et vous aurez aussi intérêt à avoir des passerelles avec les autres CTI, que ce soit ceux évidemment du papier, c'est celui qui est le plus proche de vous, du textile, puisque vous imprimez sur du textile, voire si vous imprimez sur du plastique, de la plasturgie ou sur d'autres choses. Vous connaissez mieux votre métier que le mien. Troisième question, c'était cette augmentation de salariés alors qu'on est industrie 4.0, il n'est pas encore totalement, il y a eu de la productivité, etc. C'est que là, vraiment, il y a une croissance, vous le voyez par le chiffre d'affaires, je le dis, mais on fait 4 à 5 points de croissance, d'augmentation de chiffre d'affaires par an. Donc, il y a des emplois en plus, quoi. Même si il y a des sauts technologiques qui font qu'on a une meilleure productivité. Donc, c'est ça qui nous a fait gagner. Et c'est vraiment les tissus industriels, les tissus techniques qui nous tirent. Le développement de l'aéronautique, le développement de l'industrie de la santé fait que nous, apporteurs de solutions pour ces secteurs, on est en croissance et on développe nos effectifs. J'ai dit tout à l'heure, on a fait moins en 2018 qu'en 2017. La tendance est un peu moins bonne, mais on aurait pu faire plus parce qu'on manque de talent. C'est ce que tout à l'heure, je suis un peu perdu là, sur les territoires en parlant du versement transport. Dans ces territoires, on a un problème d'attractivité de nos territoires parce qu'on n'est pas en zone urbaine, on est dans des vallées vosgiennes, des vallées de la Haute-Loire, ou des plateaux de la Haute-Loire, dans l'Ardèche, dans le Nord, on n'est pas nécessairement dans la métropole lilloise, parfois un peu plus loin, et on a une attractivité de nos métiers parce qu'on est un métier industriel, même si aujourd'hui c'est un peu moins vrai.
cette connotation passive de l'industrie, elle existe quand même encore dans la tête de beaucoup de personnes. Et dans le textile, c'est comme ça que je débutais tout à l'heure les propos, c'est synonyme de quelque chose de gris, pour ne pas dire de noir, enfin avec des flèches qui vont vers le bas. Donc on a fait un sondage et on voit que dans l'âge moyen ici, c'est-à-dire 40 à 50 ans, c'est encore une image négative du textile. Par contre, chez les jeunes, c'est une image qui est devenue positive, parce qu'ils n'ont pas connu ces casses sociales, ces démantèlements d'entreprises, ces restructurations et ces licenciements massifs. C'est pas encore dans les livres d'histoire, et c'est pas dans ce qu'ils ont connu. Mais leurs professeurs ou leurs parents leur disent « ne va pas dans le textile, dans 18 mois, la boîte va fermer, ou il y aura où ils vont changer de process, ça va être restructuré, etc., etc. » Et on essaie donc de les attirer par ce côté d'innovation et de mode et de responsabilité, parce que c'est quand même des choses qui les passionnent quand on regarde. Et ça commence à réussir, tant au niveau d'opérateurs dans des usines que de gens qui sont dans les labos de R&D, d'ingénieurs, de gens du marketing, etc. D'ailleurs, quand on voit le nombre de startups qui sont lancées par des gens qui ne sont pas du tout ingénieurs textiles et qui l'industrie, ils se disent mais sans plus, et qui lancent par le biais de la digitalisation, de la dématérialisation d'Internet, des idées, qui ont une idée mais qui se basent sur un produit textile. Alors plus, parfois on veut faire du Made in France, à outrance, c'est pas possible. À un moment donné, en prix, on voit qu'on n'y arrive pas. Mais on attire ces jeunes talents et qui se passionnent pour ce produit et apprennent très vite le process industriel. Ce qui montre qu'on est attirant, on est attractif. Merci infiniment de ce témoignage. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas parce que c'est un peu exotique. Merci. En fait, il y a plein de similitudes. Moi, je connais bien la génétique en France. Il y a quand même une chose qui me frappe énormément, c'est votre capacité à exporter. Alors, vous exportez vers où? Chez qui vous envoyez vos produits? Le nom, d'où ils viennent d'ailleurs? Alors, on exporte dans le monde entier. Évidemment, on exporte plus facilement en Europe et en Europe proche. Mais quand on regarde les chiffres d'augmentation d'exportation vers certains pays, on voit que c'est les États-Unis et la Chine où on a les plus fortes progressions. Quelle que soit la parité du dollar pour les États-Unis, et la Chine, je ne vous fais pas de dessin. Parce qu'on exporte des produits techniques dont ils ont besoin, parce que quand Airbus va lancer une ligne d'assemblage pour ses avions, il a besoin du carbone qui n'est pas encore tissé en Chine, même si on sait qu'un jour ça viendra. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Mais aussi, on importe. Alors, nous, industrie, on importe moins que l'on exporte, mais la distribution textile, les Kiabi, Decathlon, etc., font peu d'exports et beaucoup d'imports. Et puis évidemment, on importe nos matières premières naturelles, le coton, on l'importe, le lin, ici on est en Normandie. Il faut savoir que 85% de la production du lin, de la viniculture, de la production agricole du lin, est entre Caen et Rotterdam. Mais les filatures de lin ne sont plus en France. Il faut aller au moins en Pologne pour en trouver. Une question, en fait, puisque vous êtes un peu comme notre secteur, vous avez connu une période de défaillance d'entreprise, de concurrence exacerbée. Ma question, c'est comment votre organisation, je dirais patronale, a réussi comment elle a lutté sur le fait que toute une filière se mette peut-être ensemble. D'ailleurs, est-ce que ça a été le cas ou pas? Est-ce que votre centre technique a contribué je dirais, à cette vision plus collective des enjeux de votre filière? Même si aujourd'hui on est en rebond, il y a encore des... Ça résonne un peu là. Même si aujourd'hui on est en rebond, il y a encore des défaillances. Il y a eu une usine de 140 personnes en Haute-Loire qui fait des
des élastiques pour sous-vêtements et pour maillot de bain, qui a fermé définitivement ses portes il y a 2 mois. Donc on n'est pas à l'abri de casse. Hein. Mais c'est l'exemple c'est le contraire de l'exception qui confirme la règle. Voilà, alors, le centre technique, oui, c'est important, mais il n'y a pas que le centre technique. Il y a les écoles d'ingénieurs, il y a les pôles de compétitivité, on en parlait tout à l'heure, on a la chance d'en avoir 2. Il y a des clusters, il y a par exemple un cluster s'appelle Pôle Textile Alsace dans la région de Mulhouse. Et il y a surtout les acteurs eux-mêmes, les industriels, enfin les entreprises, parce que vous pouvez faire des centres techniques, essayer de propager de l'innovation. Si derrière, dans les appels à projets, il n'y a pas d'entreprise qui répondent et qui s'approprie ça, il ne se passera rien, ou alors ça sera fait ailleurs. Il y a aussi des centres, on travaille aussi, là je reviens du Portugal, avec ça s'appelle le CITEF, c'est dans la région de Porto, bien sûr, et c'est le centre technique portugais. On a des passerelles avec eux, on en a avec Santexbel en Belgique, et avec la dizaine de centres techniques textiles allemands. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ce que je disais à mes amis portugais, vous avez dit qu'ils allaient faire au Portugal, c'est un peu nos concurrents parce qu'ils ont un SMIC à 600 €. Mais comme il y a 3,5% dans la région de Porto de taux de chômage, on paye un peu au-dessus du SMIC pour attirer les gens, mais ça ne fait rien, il y a quand même un différentiel important. Surtout qu'ils ont, je crois, 15% de charges sociales, pas plus. Et on dit, mais c'est ensemble qu'on va lutter contre l'Asie. Ce n'est pas le Portugal ou l'Italie qui est notre concurrent, mais c'est bien l'Asie, et l'Asie, elle commence en Turquie, donc elle est déjà dans l'Union dans l'Europe. Donc ce centre technique est important, mais il faut que les acteurs y aillent. Alors, qu'a fait l'UIT? Moi, je suis depuis 6 ans à la présidence de l'UIT, donc j'ai aussi pris le train en marche, hein, ça ne s'est pas fait en un jour. C'est d'abord aussi d'arrêter de pleurer. C'est aussi dans la communication. Si on dit on a trop de charges, fiscales, il faut des quotas, pourquoi le Pakistan a des droits à taux zéro parce qu'il y a eu un tremblement de terre il y a 15 ans. Bien sûr, on n'abandonne pas ces combats, mais c'est de dire devant, on est une industrie, on rebond, on avance, on arrête notre décroissance, on a un plancher et on commence à remonter. Parce que si on fait que pleurer, on n'attire pas les talents. Comment voulez-vous être attractif en disant, de toute façon, vous avez demain, on va peut-être arrêter 10% de notre capacité, on a un chiffre d'affaires en baisse, dans les concurrents, il n'y a que le prix, Non, il n'y a pas que le prix, il y a l'innovation, il y a la création. Dans la mode, c'est la couleur, vous en faites autant, si c'est plus que nous, de création de côté attirant. Et il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, ce côté responsable, hein, c'est de dire local, low cost. Tout ça, c'est tout un puzzle. Hein. L'innovation technologique est un des morceaux. C'est un puzzle à pas 500 pièces, mais une bonne dizaine. Oui, j'ai une petite question, parce que j'ai du mal à me projeter dans votre industrie que je connais très mal. Mais sur ce que vous avez expliqué tout à l'heure, vous nous avez dit que vous arriviez à dégager un faible pourcentage de marge grâce à des produits personnalisés, des petites séries en tout cas. Ce que je comprends, c'est que l'excédent commercial que la filière dégage, elle le dégage grâce donc, à des produits technologiques, des tissus technologiques. Et donc, j'ai du mal à me projeter dans le moyen terme, a fortiori dans le long terme, parce que la concurrence du continent asiatique est forte. Et à un moment ou à un autre, on sait que la technologie va passer de l'autre côté. Donc, comment vous voyez cette industrie dans les 10-15 ans à venir? C'est ça le problème, parce que dégager 3% de marge, c'est sympathique, mais c'est faible pour pérenniser un secteur, a fortiori une entreprise. Oui. Alors, dans 10-15 ans, on a été tellement habitués à vivre à 10 à 15 semaines que 10-15 ans, c'est très long. Mais c'est ce que je disais, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il y a des choses qu'aujourd'hui, on a une innovation, mais la Chine est devenue une puissance intellectuelle et scientifique assez remarquable, donc il ne faut pas la sous-estimer. Mais peut-être qu'elle a déjà abandonné ce secteur textile pour être dans quelque chose de beaucoup plus tech, et ça ne fait rien, elle peut rayonner sur le continent, le sud-est asiatique, et trouver des unités d'emploi là-bas pour pallier son arrêt de l'usine textile. Donc c'est se projeter de
plus en plus vers l'avenir. C'est continuer cette course perpétuelle. C'est un challenge quotidien de l'innovation, c'est innover tous les jours et de plus en plus et l'appliquer à l'industrie. Donc et encore une fois, on est tiré par la santé et l'aéronautique, où on est co-traitant, je ne veux pas dire sous-traitant, mais on est co-traitant. C'est eux aussi leur avancée et leur succès commercial qui font qu'on se développe derrière. Mais c'est évidemment pas gagné une fois pour toutes. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que nos unités, je ne connais pas bien vos ratios, mais moi j'ai 50 personnes aujourd'hui, 10 millions d'euros. J'ai 13 000 mètres carrés de bâtiments qui m'ont coûté il y a 15 ans 7 millions d'euros. Et à l'intérieur, j'ai du matériel pour entre 15 et 20 millions. Et je renouvelle tous les 4 à 5 ans des machines, pas avec des gaps technologiques très importants. Ce n'est pas parce que mon produit ou mon process me demande de nouveaux équipements, mais c'est parce que je veux consommer moins d'énergie et produire un peu plus chaque jour pour une machine. Donc, cette année, on va investir 1 million d'euros, donc 10% de notre chiffre d'affaires. On ne fait pas tous les ans, hein, mais en moyenne, ça fait une moyenne de 2 à 3% chaque année. Il faut y arriver, sachant que notre secteur et maintenant commence à être reconnu par l'environnement financier, bancaire et assurance-crédit comme un secteur plutôt positif, pas négatif. Donc on a encore des codes d'assurance-crédit et on peut encore faire financer en moyen terme sur 5 à 7 ans, enfin pour la plupart des entreprises, des plans d'investissement. Et je vous ai bien compris, sur le fait que